Je vis au Népal depuis 1996. C'est un petit royaume situé entre l'immense sous-continent indien et le mystérieux Tibet devenu chinois. Il est bordé au nord par la chaîne de l'Himalaya, le célèbre toit du monde. L'Everest y culmine à près de 9000 mètres, presque 2 fois le Mont Blanc. Katmandou, havre mythique incontournable des générations 60s. Ce n'est plus le repère de 12 illuminés en quête de paradis artificiels, toutes les drogues y sont désormais interdites. À présent, les visiteurs sont des sportifs de haut niveau venus conquérir les plus hauts sommets du pays, ou bien des amoureux du trekking. Le mythe du Yéti est encore très présent dans la culture du Népal. Cependant, les récits de ces incursions dans les villages pourraient bien s'évanouir à la mort des derniers témoins, car on ne le voit plus depuis une trentaine d'années. Mais le Yéti, a-t-il vraiment existé? Et si c'est le cas, pourquoi a-t-il disparu? Je commence mon enquête à Thamel, le quartier touristique de Katmandou. Étrangement, le mythe y est encore présent. Pourquoi ne pas commencer dans ce restaurant dont le patron fait remplir aux alpinistes un livre d'or un peu spécial? Le pied d'un Yéti. Sur les conseils d'un ami, je vais voir Prahlad. C'est un biologiste qui fait des recherches sur la faune sauvage locale comme les pandas, les rhinocéros ou les tigres. Il s'occupe aussi des parcs nationaux au Bhoutan. Au Bhoutan, j'ai entendu des histoires, pas seulement dans les régions enneigées, mais aussi dans les forêts reculées en haute montagne. Dans la gestuelle des gens qui vivent là-haut, qu'il est évident que cette créature particulière les impressionne fortement. Ils en ont peur, ils la respectent. Les histoires sont innombrables et sans fin. J'ai entendu parler d'empreintes alors qu'il y avait de fortes chutes de neige. Les gens disaient qu'il y avait une trace et 1,50 m plus loin une autre trace. C'est une distance énorme. Je ne sais pas quoi en penser. Mais les gens disent qu'ils les ont vus et que ça ne peut pas être des traces humaines, aussi bien l'enjambée que la taille de l'empreinte. So, that's one great thing, I think. But in Bhutan, there are many places. Mais au Bhoutan, dans la plupart des régions du Nord, vous en entendez parler. C'est tellement courant et répandu. En fait, on en parle partout. It's almost like, it is everywhere. As a biologist, I have a role to play.
En tant que biologiste, j'ai deux points de vue. Pour prouver que le Yéti existe, il doit forcément y avoir une population, des jeunes, des adultes et des Yétis plus âgés, et ce genre de choses. Mais sur le plan social et culturel, je pense que le mythe, la tradition, la culture de la croyance du Yéti, nous ne devons pas les décrier. Ce que nous devons faire, c'est respecter cette culture, ce mythe, cette croyance. Je traverse Bodhnath, le stupa où les bouddhistes viennent faire tourner les moulins à prière. Aujourd'hui, les chevaux du vent, ces drapeaux où sont inscrits des prières, ont été sortis en l'honneur de la naissance de Bouddha. Il est né au Népal, à Lumbini, 500 ans avant Jésus-Christ. Mais le bouddhisme n'est arrivé que 2 siècles plus tard. La majorité de la population est hindouiste. Seulement un quart d'entre elles est bouddhiste. Cependant, les deux courants spirituels sont étroitement mêlés. On voit parfois la représentation de Bouddha dans les temples hindouistes. Juste à côté, c'est le monastère de Mathieu Ricard, célèbre moine français bouddhiste qui vit ici. Une cérémonie se prépare. Tiens, justement, le voilà. Mais moi, je vais voir Tinley, un docteur en médecine traditionnelle tibétaine qui travaille dans la clinique du monastère. Mes parents sont tibétains, moi je suis né au Bhoutan. Nous croyons au Yéti au Tibet. Migueux est ce que nous appelons l'homme sauvage. Migueux, c'est le Yéti. J'ai entendu des histoires, mais je n'ai pas vu par moi-même l'homme sauvage. Mais il est vrai que nous l'utilisons en médecine pour les maladies mentales. La viande de Yéti est particulièrement efficace quand les gens deviennent fous, quand ils ont des dérèglements mentaux. C'est une viande qui a du pouvoir. Nous pouvons utiliser des herbes à la place, car il faut bien avouer que c'est un animal difficile à trouver. Il s'agit d'une réédition qui a été publiée en Inde dans les années 70. Il était un texte du 19e siècle. Voilà ce que le texte dit. Donc l'homme sauvage, c'est une espèce d'ours qui vit dans les montagnes sauvages. Bien que par sa forme, il soit semblable à l'homme, il est d'une très grande dextérité et force. Sa chair est bénéfique pour les attaques des mauvais esprits et il élimine les désordres de la bile dans le cas de troubles aigus. Alors le terme tibétain qui est employé pour trouble aigu désigne une catégorie étiologique tibétaine pour laquelle il n'y a pas d'équivalent en biomédecine. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que l'homme sauvage, le migou des Sherpas, rendu célèbre par Tintin au Tibet, est inséré entre ce qu'on appelle un démo. Il précède immédiatement une entrée qui concerne les singes, et en particulier ici le macaque, répandu dans les régions himalayennes. On ne sait pas dans quelle mesure l'ensemble des chants qui sont contenus dans la collection qui lui sont attribués sont effectivement l'œuvre de Milarepa, puisque c'est des collections qui se sont constituées à travers l'histoire. Mais si
effectivement, il s'agissait d'un chant de Milarepa. Dans ce cas, on pourrait dire que, en tout cas, l'idée d'un homme sauvage serait attestée dès le XIe siècle en milieu tibétain, mais là encore dans les régions himalayennes, puisque c'est ces régions himalayennes que Milarepa a fréquentées. Je vais déjeuner chez des amis, Henri et sa femme Dandy. Elle est originaire du Khumbu, la région où vivait le Yéti. Henri a participé à maintes expéditions dans l'Himalaya. J'ai vu des traces dans le vallon de la Méristicola. La Méristicola, c'est le torrent qui descend de l'Annapurna nord, des gorges infranchissables, etc. Les premiers qui l'ont découvert occidentaux, c'est l'équipe d'Herzog lorsqu'ils ont fait la première d'Annapurna. Et pour descendre dans ce vallon de la Méristicola, il y a des pentes très raides. Et nous, on a bivouaqué en haut, on descend, il y a 5-10 cm de neige fraîche. Et je suis devant avec un Sherpa qui s'appelle Pembalama. Et tout d'un coup, il se met à réciter des trucs. Maintenant, je sais qu'on appelle ça des mantras. À l'époque, je ne savais pas. Et alors, je me retourne, je l'interroge, et il me montre les traces que je n'avais sans doute pas vues, et il me dit « Little Yeti ». Et je les ai prises en photo. La photo est en France, quelque part, dans des cartons. Donc, j'ai des photos du premier Yeti. Et le Sherpa, moi, je suis sur l'expectative, mais le Sherpa, lui, terrorise et il a peur. Il a vraiment peur. Mais les mantras, c'est pour protéger, fuis, parce que pour les Sherpas, Dandy le dira peut-être tout à l'heure, le Yéti, c'est un mauvais Bouddha. Les vieux Sherpas, ils te diront, avant, il y en avait beaucoup plus. Eh bien, il y en avait beaucoup plus, et ils te diront, ou tu leur dis, on n'en voit pas, et vous en parlez tout le temps. Et ils te disent, parce qu'il y en a moins, parce que maintenant, il y a beaucoup de monde sur les sentiers, beaucoup de monde dans les villages, il y a des lodges partout, des coins comme le Buche, avant il n'y avait personne, le Shukung, et maintenant il y a du monde, le Yéti est parti. Lorsqu'Henri a rencontré Dandy, elle vivait dans un monastère. C'est souvent un moyen de donner un avenir aux enfants. Avant, il n'y avait pas de restaurants, il y avait les alpages, des gens qui venaient avec des bêtes. Et le soir, les bêtes, ils étaient autour de la maison. Et le soir un peu vers 6 heures, quelque chose comme ça, les bêtes qui criaient, qui couraient, et ils venaient autour de la maison. Et puis on a entendu un bruit de Yéti, et les Yétis qui criaient comme ça, oulouloulouloulou, comme ça, un truc comme ça. C'est le bruit du Yéti. Les Sherpas, ils croyaient que c'était Yéti. Et les bêtes, tout, ils venaient autour des gens. Et puis les gens, c'est des Yétis, ils arrivent, on a peur, ils se cachent sur le lit ou quelque part, ils se cachent. Et puis il y avait une cuisse de la viande de yak qui est pendue au mur pour manger. Ils ont laissé sécher ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et les Yétis, il les a pris, il a mangé, il les a cassés, il les a mis derrière la maison. Ils ont tout mangé, les laviens, ils ont laissé l'os derrière la maison. Si on n'a pas trop de Yétis, les Yétis, ils se rapprochent, il dit. Ah oui. Alors les gens n'en parlent pas? Ils parlent moins. Ils ne parlent pas trop de Yéti. Les premiers témoignages de la présence du Yéti sont donc très anciens. Ils dateraient du XIe siècle. Si les écrits sont rares, on le retrouve plus facilement dans les représentations graphiques. Yéti veut dire homme des neiges en tibétain. À Katmandou, on l'appelle Kia, une sorte de fantôme. Je prends rendez-vous avec René de Milleville, un homme étonnant que j'ai rencontré aux réceptions de l'ambassade. C'est le dernier chercheur de Yéti. Il hésite longuement avant d'accepter de parler devant une caméra. Mais il finit par m'accorder sa confiance. J'ai fait un premier trekking en 62, tous les ans. Ensuite, de 70, mi-70 à début 74, j'ai travaillé pour un NAC.
Dans l'Himalaya, il y a le yéti, il n'est pas fréquent. Il l'était beaucoup plus il y a 30-40 ans. Parce que les expéditions anglaises et suisses à l'Everest vers les années 50-51 avaient déjà signalé des traces. Seulement, à l'époque où il venait, il n'y avait aucun tourisme, aucune expédition dans les montagnes. Le yéti n'était dérangé par personne. Une espèce de chimpanzé, de plus grand, plus fort, c'est de la même famille. Il ne peut pas vivre dans la neige, il n'y a rien à manger. Je pense qu'il est un peu comme le gorille peut-être ou le chimpanzé qui chaque soir se trouve un nouvel endroit. Est-ce que vous avez vu des traces? Enfin, j'ai eu des traces, une trace zigzagante. J'ai pris en photo, mais la trace devait dater juste de la veille. Il était tombé une très petite neige qui marquait à peine au sol, mais qui a déformé le bord de la trace. Il a un très gros pouce qui est orienté à 20-25 degrés vers l'intérieur. Celle que j'ai eue, elle avait combien? 33 ou 35 cm de longueur et en largeur, elle devait faire une douzaine de centimètres. Tous les livres d'alpinistes sérieux, ils parlent tous, suisse ou allemand ou anglais, de traces qu'ils ont vues. Je crois qu'il marche à quatre pattes tout le temps et qu'il marche sur deux pieds dans la neige. Il a les jambes très arquées, donc si elle pouvait être étendue, il ferait peut-être 1,60 m, mais maximum. Des bras herculéens. D'ailleurs, c'est ce qu'avait remarqué Cronin quand il avait été surpris en se levant le matin avec une trace autour. Il a essayé de suivre la trace qui passait dans des buissons. Et ni lui, ni aucun des hommes qu'il avait avec lui ne sont arrivés à écarter les branchages alors qu'ils voyaient les traces qui continuaient. Non, moi je crois que les choses concrètes que j'ai vues ou apprises là-bas. C'est un Sherpa qui était parti couper du bois en forêt. Il arrive à un endroit, une sorte de cascade qui tombe de au moins 100 mètres plus haut. Devant lui, il y avait un de ces petits bassins et un animal qui tournait le dos, qui donc ne le voyait pas, qui ne pouvait pas le sentir parce que l'eau, ça remue l'air, lui était derrière, et qui ne pouvait pas l'entendre à cause du bruit de l'eau. Et il a dit, bon, je vais essayer d'aller voir ce que c'est. Alors, il prend sa hache, il prend l'autre côté, puis il donne un grand coup qui est arrivé dans le dos. Et il est resté des poils sur l'outil, qu'il a ramené à Kumjung. Aussitôt, tous les Sherpas lui ont dit, va acheter ça dans le torrent tout de suite, ou fait brûler. Ça porte malheur. Il y a un vieux Sherpa qui trouve stupide de faire disparaître tout ça et qui demande à ce gars de lui en donner une petite touffe. Et qui, chez lui, un jour me les a montrés. Alors, même réflexe, est-ce que je peux en avoir quelques-uns? Alors, il m'en a donné 3. Alors, il y en a un au musée de l'histoire naturelle. C'était en 1976. Le musée n'était pas très riche en équipement, mais il y a un des gens qui travaillait là qui a bien voulu regarder ça de près, ça l'intéressait. Mais il n'avait pas d'ordre, disons, de ses supérieurs. À Paris, je suis allée au musée d'histoire naturelle pour retrouver ce fameux poil de yéti disparu il y a plus de 30 ans. Après quelques démarches, j'ai fini par retrouver le chercheur en question. Il a bien voulu me recevoir et m'a permis de consulter les dossiers, mais il n'a pas souhaité être filmé. Ils ont des catalogues longs comme ça. Contribution à l'étude des poils de l'homme et des animaux. Toutes les espèces animales. Et alors il a feuilleté tout ça, il n'y a rien qui corresponde. Et le plus proche étant l'orang-outan. L'orang-outan, il est roux, mais enfin dans un yéti, il y a du roux et du noir.
le poil a été gardé dans un petit dossier marqué Yeti. Mais personne n'a jugé utile de faire analyser son ADN. Ça coûte cher, me dit-on, et personne ne l'a demandé. Oui, il est spécial. Et quand il me l'a rendu après, il m'a dit, ça n'existe pas. J'ai pris un petit avion pour Lukla, direction le fameux trek du camp de base de l'Everest. C'est très excitant de partir ainsi à l'aventure sur un thème mythique. Je vais aller de village en village pour rencontrer des Sherpas qui ont encore des histoires à raconter sur le Yeti. On dit qu'il a disparu depuis 30 ans. Et comme les anciens ne savent ni lire ni écrire, ces légendes vont bientôt disparaître. Les jeunes ne l'ont jamais vu, alors ils n'y croient pas. C'est Wang, mon guide, m'attend au pied de l'avion. Il habite ici, à Lukla. Après avoir marché des journées entières et traversé des rivières tumultueuses, nous arrivons au bout d'une semaine sur le domaine du Yeti. Il hante mes nuits, et je m'attends à tout moment à croiser sa silhouette puissante au détour d'un chemin, bien que Tse Wang me confirme qu'il est rare de le voir à présent. Il évite la présence humaine et ne sort qu'à la tombée du jour. Dans ce village perché à 3800 mètres, nous allons voir Nawang Tsangpo, un ancien moine attaché au monastère de Pangboche. Grand-père, connaissez-vous des histoires sur le Yeti? Autrefois, il y avait beaucoup de Yétis dans la région. Ils venaient près des villages, mais c'était avant la venue des touristes. On m'a raconté une histoire, il y a longtemps, je ne sais plus où. C'était pendant la mousson, il y avait beaucoup de nuages. Le Yéti est venu près d'un lac. Des yaks broutaient. Le Yéti en a tué un. Il est très fort. Il lui a tordu le cou, puis il lui a arraché les poils à la gorge et il a mangé au niveau de la poitrine. Personnellement, je n'ai jamais vu de Yéti. Mais je me souviens, lors d'un voyage au Makalu, avec d'autres moines, je l'ai entendu. C'était à 2 jours d'ici. Nous avions quitté le monastère au petit matin et nous nous sommes arrêtés le soir dans une passe appelée Ampo Lapsa. Le Yéti a crié longtemps. On a cherché à s'approcher de lui et on a entendu qu'ils étaient plusieurs. Ils parlaient entre eux. On a eu peur et on est parti. J'ai lu une histoire étrange qui s'est passée ici à Namche. Dans les années 70, un moine aurait acheté à un marchand tibétain le pied desséché d'un yéti. Le gros orteil était beaucoup plus imposant que les autres, de couleur brun jaunâtre. Les 2 derniers orteils n'avaient pas d'ongles. Ils avaient été recouverts avec de la gaze. Ce lama aurait revendu le pied quelques années plus tard pour $500, après l'avoir tenu soigneusement caché dans son sanctuaire. À présent, il tient une auberge, et la description du récit est fidèle à ce que je vois.
Je m'appelle Tenzing Sherpa. J'ai 56 ans. Avant, j'étais lama. Non, je n'ai jamais acheté de pied de yéti. Je n'ai jamais vu de yéti personnellement. Mais avant, dans cette région, il y en avait beaucoup. Dans la vallée du Khumbu, il y a longtemps, il y avait des yétis. Au monastère de Tangboche, il y a environ 25 ans, en janvier, il était tombé beaucoup de neige. Les lamas ont vu descendre 6 ou 7 yétis, comme des hommes en noir. Ce n'étaient pas des animaux, c'était vraiment des yétis. Ils ont eu peur. Alors ils ont sorti leurs instruments de musique et ils ont joué le plus fort possible pour les éloigner. Il y a longtemps, à Tarnang, c'était la saison des moissons. Comme les yétis saccageaient les récoltes, les villageois ont eu une idée pour s'en débarrasser sans porter la main sur eux. Ils avaient remarqué que les yétis les imitaient et qu'ils descendaient la nuit. Alors, un jour, ils sont allés dans un champ. Ils avaient amené de grands tonneaux de bière, le chang et des couteaux. Ils ont fait semblant de boire, puis de se battre. Ils ont ensuite laissé la bière et les armes et sont rentrés chez eux. Les yétis sont descendus de la forêt, ils ont bu la bière et, une fois ivres, ils se sont battus. Beaucoup sont morts cette nuit-là. Nous, les Sherpas, pensons que le yéti est le dieu des montagnes. Personne ne l'a trouvé, il se cache dans les forêts. Le lama s'est défendu d'avoir acheté ce pied. A-t-il honte d'avoir trahi sa croyance pour de l'argent? Est-ce pour cela qu'il n'est plus lama? Ou bien cette histoire n'est-elle qu'une simple légende? Je suis à la recherche du vieux lama Jangpo. Il connaît l'origine de la main du yéti qui trônait au monastère de Pangboche avant d'être volé avec ce crâne dans les années 90. On ne les a jamais retrouvés. Au village, on nous a dit qu'il habitait une de ces maisons. Tsewang est allé voir si le lama est disponible. Lama Jangpo n'est pas là? Il est à Katmandou. Ah, à quel endroit? À Nabil. Tu sais où c'est? Oui, mais c'est pas la peine d'y aller. Lama Jangpo ne se souvient pas des histoires de yéti. Pourquoi? Il est si vieux que ça? Non, il a 4 ans. C'est un bébé. C'est la nouvelle incarnation de l'ancien Lama Jangpo. Un bébé. Des expéditions de toute nationalité ont tenté depuis 50 ans de percer le mystère du yéti. Ça n'a rien donné ou si peu. Une petite crotte par-ci par-là, des empreintes et quelques poils. Pourtant, il était bien connu des Sherpas pour saccager les récoltes et terroriser les villageois. Pour nous occidentaux, cet animal serait une sorte de primate resté au stade antérieur au feu. Mais les scientifiques n'y croient pas. Les Sherpas n'ont pas besoin de preuves matérielles. Pour eux, il est Chumulungma, l'esprit des glaciers. C'est le nom donné à l'Everest, mais c'est aussi celui du Yéti, en tant que dieu des forêts et des montagnes. Pour gagner leur vie, quelques Sherpas ont accepté de participer aux expéditions pour capturer le Yéti. Mais la majorité considère cela comme un sacrilège. Tsewang m'explique que personne n'ose dire qu'il a vu un yéti, de peur d'attirer le mauvais œil sur lui ou sur sa famille. Voir un yéti ou croiser les traces de ses pas, ça porte malheur. Alors c'est toujours quelqu'un d'autre qui l'a vu.
Nous sommes dans le village de Fortsé, chez la vieille Fourba. Elle a 68 ans. Avant de se lancer dans ses récits, la grand-mère prend le temps de marmonner ses prières et de partager ce qu'elle boit avec les dieux. Alors, ces histoires de Yéti? C'était il y a longtemps. J'étais jeune alors. Je me souviens, c'était en hiver, j'étais à Tsura, près de Ferutse. C'était le soir, les yaks étaient dehors. J'étais avec mon bébé dans la maison. J'ai entendu un cri qui ressemblait à celui du Yéti. Je me suis enfermée, j'ai caché mon bébé sur ma poitrine. D'abord, le Yéti a grogné très fort, puis 2 ou 3 fois plus doucement. J'avais très peur qu'il vienne dans la maison. Alors, j'ai fait du feu avec un bois spécial qu'on ne trouve que dans les forêts du bas. Je voulais que le Yéti sente l'odeur du bois et pense qu'il était très bas, qu'il soit désorienté et s'en aille. Il est parti environ 1 heure après, et il est revenu 2 fois, puis il a disparu. Je ne l'ai pas vu, je l'ai juste entendu. Une semaine après, dans le même village, un homme qui habitait là avec sa fille l'a vu de loin. Il s'est enfermé, il a bloqué la porte et a sorti son couteau. Le Yéti n'a pas pu entrer. Mais l'homme est mort 5 jours après, et sa fille, qui était avec lui, a perdu la vue. J'ai des amis qui ont vu une femelle Yéti avec des mamelles qui pendaient. Pour grimper, elle les mettait sur ses épaules. Elle grimpait vite, mais descendait plus lentement. Ça la gênait. Et toi, tu as peur du Yéti? Non. Je pense que si je ne suis pas morte, c'est parce que je n'ai pas vu le Yéti. Lui l'avait vu. Phora Galsen est le grand-père de Tsering, un ami de Katmandou. La grande sœur qui est avec moi voudrait que tu lui parles du Yéti. Je n'ai jamais vu le Yéti, mais on m'a raconté des histoires. Il paraît que ses pieds sont différents de ceux des hommes. Le gros orteil serait tourné vers l'extérieur. Je pense que le Yéti est un dieu, mais on ne peut pas le voir. Avant, il y avait beaucoup de Yétis dans la région. Si quelqu'un en voyait un, ça lui portait malheur. Il tombait malade ou il mourait. La seule personne qui ait vu le Yéti et qui puisse vraiment en parler, c'est l'Akpa.
Le vieil homme n'a pas d'histoire à raconter sur le Yéti. Tsewang pense qu'il a peur d'en parler. Par contre, il sait où vit Lakpa, la femme qui s'est fait attaquer par le Yéti il y a plus de 25 ans. C'est une bonne surprise, car on m'avait dit qu'elle était morte. Hier, Tsewang est allé voir Lakpa. Mais la chère Pani n'a pas voulu nous recevoir. Elle n'a pas envie de raconter son histoire. C'est arrivé il y a longtemps, mais c'est toujours un souvenir pénible pour elle. Il tente de nouveau sa chance ce matin. Raconte-nous l'histoire qui t'est arrivée avec le Yéti. C'était... C'était au mois de juillet. J'avais 19 ans. Ça s'est passé le 11 juillet 1974. J'étais seule et je gardais mes yaks. C'est un pâturage à 5000 mètres d'altitude qui s'appelle Machermo. Il y a de gros rochers à cet endroit. J'avais fait un peu de feu et mis des pommes de terre à cuire. Soudain, j'ai entendu comme un drôle de sifflement. J'ai cru que c'était mon frère qui revenait. J'étais très contente. J'ai pensé, mon frère est revenu aujourd'hui. Et je l'ai guetté sur le chemin. Il était parti depuis quelques semaines accompagner une expédition au Makalu. Mais j'avais beau regarder de tous les côtés, je ne voyais rien. Il commençait à faire nuit. Les sifflements se rapprochaient. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Et puis tout à coup, j'ai senti une présence derrière moi. J'ai tourné la tête, j'ai vu un animal effrayant tout près de moi et j'ai crié. J'avais une veste en peau retournée. L'animal m'a attrapé par le col et il m'a jeté dans la rivière. Il avait une force incroyable. J'ai perdu conscience, je ne sais pas combien de temps. Au bout d'un moment, j'ai repris connaissance. J'avais très froid car j'étais restée dans l'eau. J'ai fait un mouvement pour sortir, mais le Yéti s'est mis à grogner, alors je n'ai plus bougé. Plus tard, très lentement, quand il faisait nuit, j'ai rampé vers l'autre rive et j'ai fait semblant d'être morte. Ça confirme ce que m'a dit la petite chère Pani. Je me suis presque senti étouffé, tellement il serrait fort. Alors l'eau, moi j'étais la mesurer l'année suivante, faisait 8 degrés en juillet. J'avais 5 yaks avec moi. Le Yéti les avait tous tués. Je pouvais le voir à travers mes doigts croisés. Il avait déchiré la poitrine du premier et il buvait son sang. Mais il n'a pas mangé la viande. Le Yéti n'était pas très grand, environ 1,50 m, mais il était très large. Son visage était sombre, les yeux enfoncés. Son crâne était pointu, et les poils assez courts de chaque côté du front formaient une raie au milieu. L'odeur était très forte, même à la distance où j'étais. Les poils de son corps étaient sombres, sauf à la taille où ils paraissaient usés, et ils étaient plus clairs sur la poitrine. Il est resté là toute la nuit. À l'aube, il est parti, et environ 2 minutes après, il est revenu. Il a regardé les yaks et dans ma direction. Je n'avais pas bougé. Il a dû penser que tout le monde était mort, et il est reparti pour de bon. Pour s'éloigner, le terrain était plat, il marchait debout. Plus loin, il a escaladé les rochers à 4 pattes. Il a disparu derrière une colline. J'avais les jambes enflées et j'étais terrorisée. Quand le jour s'est levé, je suis partie à Louza, à une demi-heure de marche, pour voir ma tante. Là, j'ai pu me reposer et manger un peu. Ma tante est allée à Fortsé chercher des amis. Ils sont partis à Machermo pour voir ce qu'il restait des yaks. Ils ont emmené un gros chien avec eux. Les yaks étaient encore imprégnés de l'odeur du Yéti.
Les hommes ont mis des pierres autour et au-dessus des traces de pas du Yéti, bien visibles dans la terre près de la rivière pour qu'elles ne soient pas effacées. Ils ont ramené une des carcasses des yaks. Pendant ce temps, ma mère, qui habitait Kumjung, est venue me chercher. Elle m'a ramenée chez elle. J'ai été très malade. Une semaine après, j'ai été voir la police à Namche. Ils sont partis à Machermo faire une enquête. Ils ont pris des photos des empreintes et fait un rapport. Ils m'avaient dit que le gouvernement me donnerait un peu d'argent et que je verrais les photos. Mais ils ne m'ont rien donné. Le chef du poste était bien intéressé. C'était un Tchétri d'une caste assez haute qui était chef du poste de Namche Bazar. Un gars pas très souriant, un grand, mince, très sérieux. Et il a pris un gars et il est monté. Et très vite. Et là, il a dit, oui, j'ai vu des cadavres de yak et il a pris la dimension des mains et des pieds. Il y a 3 ans, quelqu'un est venu me poser des questions. J'ai été malade pendant 1 semaine. J'ai dû aller voir un lama pour qu'il me soigne. Je sais que le Yéti est un dieu, mais ça me rend malade d'en parler. Elle est redescendue très vite à Kumjung et instantanément, il y a eu un moine exorciseur qui est venu travailler sur elle pendant plusieurs heures. Et ça lui a duré 6 ou 7 mois, sa dépression. Puis après, lentement, elle est repartie. Des empreintes de Yéti photographiées. C'est la première fois qu'une histoire sur le Yéti a été prise au sérieux, vérifiée et confirmée. Les traces prises en photo n'étaient pas celles d'un ours, mais bien celles d'un Yéti. Mingma, chez qui je loge, m'a raconté comment il y a 200 ans, lors d'une fête, les habitants de Tamé ivres de bière se sont fait voler le crâne du Yéti par leurs voisins de Kumjung. La fête de Dumje commence. Je vois enfin l'homme Yéti. Pour ces gens autour de moi, c'est le dieu des glaciers. Dieu ou démon, car il fait le bien comme le mal. Il fait peur aux villageois et terrorise les enfants qui le croisent. Les gens du village ont choisi un étranger, un Tibétain, pour représenter la divinité, car eux-mêmes ont peur de l'incarner. Depuis 14 ans, ils le payent pour jouer ce rôle, avec du riz, de la bière et un peu d'argent. La frontière entre le réel et l'imaginaire est à présent bien tangible. Impressionné quelques instants, mon esprit cartésien reprend le dessus. Ce scalp aurait été fabriqué il y a 200 ans à partir des poils d'une chèvre antilope qui vit à plus de 3000 mètres. C'est du moins ce qu'a déclaré le laboratoire de Chicago quand Sir Edmond Hillary a emmené le scalp là-bas en 1960. En revanche, pour les Anglais, il s'agirait des poils d'un animal inconnu. Si
Si le crâne du dieu Yéti ressemble à celui de Tintin au Tibet, ce n'est pas par hasard. Avant de le dessiner, Hergé, avec son sens de la précision, a rencontré le fondateur de la Société de cryptozoologie qui lui a transmis les informations des Sherpas. Depuis l'année dernière, par précaution, le scalp ne sort plus du monastère. C'est à présent une pièce unique. Il n'est visible qu'à cette occasion, soit 2 heures par an. Auparavant, l'homme en noir le portait tout le long de la journée. Les moines bouddhistes ont sorti leur trompe pour repousser l'effrayante déité, comme dans l'histoire racontée par l'ancien lama. Le rituel doit se passer en dehors du village. La présence de la divinité maléfique est indispensable pendant la cérémonie. On brûle les démons qu'il représente dans un grand feu purificateur. Il comprend ainsi que sa présence est indésirable. C'est un instant magique. Et j'ai le grand privilège d'être la seule étrangère à le partager avec eux. J'ai eu la surprise de retrouver le même type de cérémonie chez nous dans les Pyrénées. En référence à une vieille légende, un homme se déguise en ours et se fait capturer par les villageois. C'est la fin de mon enquête. Je repense à tous ceux qui m'ont parlé des Yétis dans ces montagnes. Des gens simples, avec un profond sens du sacré, qui cherchaient plus à éviter le sujet qu'à se rendre intéressant. Dans la façon dont chacun évoquait les Yétis, le langage corporel ne trichait pas. Je repars sans avoir vu de Yétis, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. L'actualité scientifique récente, à travers la découverte de l'homme de Flores en Indonésie, a bouleversé les certitudes des chercheurs en matière d'évolution humaine.
elle a prouvé que des espèces d'homo archaïques avaient pu survivre aux côtés de l'Homo sapiens jusqu'à des périodes relativement récentes, redonnant en cela du crédit aux récits considérés comme des légendes par les scientifiques. Yves Coppens lui-même estime qu'il faut garder l'esprit ouvert au sujet du Yéti. Nous connaissons aujourd'hui des grands mammifères dont nous ignorions totalement l'existence il y a encore une vingtaine d'années. Accepter la réalité des Yétis, c'est aussi reconnaître la parole des Népalais. Continuer de traiter les Yétis comme des sortes de dahus, ou penser qu'ils sont une vue de l'esprit, revient à invalider des siècles de témoignages. Alors, l'espèce s'est-elle éteinte, comme cela arrive plus souvent que nous ne pensons? Ou bien les Yétis, s'ils vivent encore, se sont-ils réfugiés dans l'immensité de l'Himalaya? Peut-être les Sherpas le savent-ils, mais n'ont pas envie d'en parler. Avant de repartir, le moine qui m'avait béni a chuchoté à mon oreille un dicton Sherpa. Il y a un Yéti au fond de l'esprit de chaque homme. Seuls les sages ne sont pas hantés par lui.